Il est né français. Après, il a fait toute une vie en tant que Français, et effectivement, quand je suis né en juillet 62, il était français. Il a été naturalisé, le décret maintenant a été publié, tout est public, hein, en novembre 62. Le 6 novembre, pour être exact. Voilà, 6 novembre, voilà, vous le connaissez bien. Donc, ok. Donc ça, il a été naturalisé ivoirien parce que le président Foy voulait le nommer ministre en février 63, ce qu'il a fait. Et donc, il l'a naturalisé pour pouvoir le nommer ministre ivoirien. Alors après ça, on avance. Vraiment, je vais vous dire aujourd'hui une chose que ma famille sait, mais que je reçois des leçons du fouettisme régulièrement de gens qui n'ont jamais rencontré Houphouët-Boigny. Moi, je l'ai vu toute ma vie. Et enfin bref. Houphouët, ma mère est morte le 20 octobre 1984. J'avais 22 ans. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, toi et moi, on est pareil, moi aussi j'ai perdu ma mère très jeune. Je sais la souffrance que ça représente. Je vais maintenant m'occuper de toi directement. Je t'avais confié à ta mère. Tu es très important pour la famille. Je vais m'occuper de toi directement. Donc à partir de ce moment-là, il me recevait tout le temps. Les gens qui me fréquentaient à l'époque savaient que bon, quand j'étais à Abidjan, il fallait que je déjeune, que je dîne avec lui. J'allais à dîner 2 fois souvent à 22h avec mes copains, etc. Parce que je ne pouvais même pas leur dire où j'étais à 20h. Ils voulaient que je vienne. Tout ça pour dire qu'ils me suivaient de près. Je lui apportais mes notes scolaires chaque trimestre. Et donc, à Pâques, pourquoi toute cette affaire? D'où elle vient? Quelle est la genèse de toute cette affaire? À Pâques 86, je devais sortir pratiquement de l'école des mines. Je suis venu le voir. Moi, mes frères étaient rentrés en Côte d'Ivoire après leurs études. Mon frère Daouda, à l'époque, il dirigeait la CIR, il était rentré en Côte d'Ivoire après ses études. Mon frère Boubacar, il était à Square. Mon frère Augustin, lui, il était resté ici. Mon frère Aziz était rentré, il était patron de la CCG à Duès. Donc vraiment, je suis venu le voir très naturellement en disant, bon, tonton, moi je finis, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui m'avait dit d'aller à l'école des mines, soit après Polytechnique. Donc il me guidait, et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, il n'est pas question que tu rentres. Tous ces gens qui s'agitent savent pas que c'est Houphouët qui m'a dit de rester à l'étranger. Et j'étais extrêmement mécontent. C'est une des fois dans ma vie personnelle. Vraiment, je suis rentré à la maison. Mon père était là, et vraiment, je n'étais pas connu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, toute ma famille, les gens frères n'ont plus rentré? Moi, je dois rester en France. Et il m'a dit, tu as fait de telles études que ça va être difficile de te trouver un patron ici. Pour que tu continues à apprendre, à te développer, il faut que tu travailles avec des gens d'un certain niveau. Et c'est en France ou à l'Occident tu vas les trouver. Donc va. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France avec un problème de papier, étant embauché chez McKinsey, et jusqu'en février, je n'étais pas payé. Parce qu'il m'avait donné une bourse extrêmement prestigieuse, mais qui ne pouvait pas donner un nom français. Donc c'était compliqué. J'avais jamais fait de papier français. Mon père, effectivement, quand on est français, de naissance, c'est inaliénable. C'est un État. C'est un droit, vous êtes français. Bien. Maintenant, je n'avais jamais fait de papier français, etc. Donc les gens ont commencé à chercher une solution. Et les Français ont dit, bon ben c'est simple, on va le naturaliser. Mais là aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de naturalisation. Il y a ce qu'on appelle la naturalisation en surabondance. Il y a même un arrêt qui dit, les ressortissants des territoires d'outre-mer qui avaient le statut particulier d'originaire des 4 communes du Sénégal conservaient un lien juridique avec la nationalité française malgré l'absence de déclaration formelle lors des indépendances. Cette jurisprudence s'applique directement à mon cas. C'est une pratique administrative qui permet aux personnes dont la situation est juridiquement imprécise en raison des évolutions législatives post-coloniales de sécuriser leur statut par un acte formel. Donc, vraiment, mon cas, et c'est précisément le cas de Tidjane Dia. Donc, mon cas tombe dans cette catégorie-là. C'est ce qu'on appelle une naturalisation par surabondance. Donc, l'article 48 ne peut pas s'appliquer à moi. Parce qu'on ne peut pas acquérir un droit qu'on a. Je n'ai donc pas acquis la nationalité française. C'est le cœur de l'article 48. Celui qui acquiert une autre nationalité, je n'ai pas acquis. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Je ne sais pas dans quel français expliquer ça. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Quel que soit l'acte administratif qui est posé. L'acte administratif ne va pas conférer la nationalité française, plutôt je l'avais. Donc, comme on a de la chance, on est désespéré, on nous demande tout le temps de démontrer qu'il était français. On habitait, il y a toutes nos photos d'enfance, on habitait dans une très belle villa à l'Indénié, au plateau, qui est la propriété de la France. La France n'a pas l'habitude de loger des étrangers dans ses résidences officielles. Jusqu'à ce qu'on parte au Maroc en 66, on habitait là-bas. Moi, je me souviens très bien de cette maison. C'est une maison de fonction française. Bien. Donc, le fait qu'à l'époque, il y avait des relations de la France et de la Côte d'Ivoire qui faisaient que c'était pas grave. Les Français, il n'y a pas de visa, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est extraordinaire parce que j'ai mon dossier. Ils m'ont naturalisé et c'est après qu'ils m'ont dit de remplir un dossier de naturalisation. Pour dire à quel point c'était une opération
anormal. Ils m'ont naturalisé en février, le décret est sorti, et c'est en avril, le 3 avril 87, que j'ai signé les papiers. Et c'est extraordinaire parce que j'ai le dossier, j'ai une partie du dossier, et en fait, en face de Père Tia Mamadou, né 5-23 à Dakar, j'ai mis nationalité ivoirienne, virgule, française. C'est dans mon dossier, dans mon prétendu dossier de naturalisation. Voilà. Il est de nationalité, mon père est de nationalité française. Et l'opération qui a été faite pour moi, c'est quelque chose qui, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, ça s'est fait dans plein de cas. Voilà. Alors, c'est vraiment bon, je ne sais pas si c'est un compliment ou... En tout cas, c'est une temps vraiment que les gens se soient accrochés à cette chose-là, tellement, comme une sorte de bouée, de dernier recours, comme s'il fallait à tout prix empêcher le mauvais, méchant, malfaisant Tidjane Thiam d'arriver un jour à la présidence de la République, parce qu'il n'a fait que du mal pendant toute sa vie, c'est un méchant, un violent, un mauvais. Donc, non, c'est ça. Donc, on prend une loi qui a 61 ans, qui n'a jamais été appliquée. On dit, si, il y a un gars qui s'appelle Tioté, on l'a appliqué en 2011, mais c'est un cas complètement différent. Et la chose la plus comique, c'est que moi, on m'a envoyé la carte d'électeur de Tioté. Tioté, il est sur la liste électorale à l'heure où on parle. Tu peux aller vérifier. Siluao, Tioté, le gars dont on dit que c'est l'exemple même de l'application de la liste, il est sur la liste électorale à l'heure où on parle. Et moi, on m'a enlevé de la liste. Donc, il y a plein de... Mes avocats, vous avez dû suivre la conférence de presse. Hein. Mes avocats ont soulevé un certain nombre de problèmes. On dit effectivement c'est sans appel, mais on pense qu'il y a de vrais problèmes avec la décision qui a été prise d'un maire dont elle a été prise. Quand je dis on a de la chance, le maire Oho est allé chercher à la mairie du Plateau mon registre de naissance. Et vous savez que beaucoup de registres ont brûlé. Et par miracle, le mien n'a pas brûlé. Donc ils ont trouvé le lundi de Pâques mon registre avec mon numéro 394 et je suis enregistré au registre des Européens. Donc ça aussi c'est une chose qu'ils ont du mal à expliquer. Comment un gros noir comme moi, s'il n'est pas français, peut être enregistré au registre des Européens. Donc, je remercie le vieux Amadou Thiam, il était méticuleux. Et il y avait le registre, bon, on appelait avant indigène et qui après est devenu registre central des Ivoiriens, et moi, j'étais enregistré. Donc, on dit que c'est pas suffisamment de preuves que mon père est français. Donc, bon, écoutez, on continue, on va fournir tous les éléments. Le point de fond, c'est que cet article, contrairement à ceux qui s'agitent beaucoup, n'est pas applicable. Maintenant, tout cela dit, moi, je pense que c'est une mauvaise loi. Je pense qu'elle n'a pas été appliquée pendant 64 ans. Parce que c'est une mauvaise loi, et je pense qu'il faudra la changer. On a copié une loi française, qui elle-même a été abrogée en 73. La France a changé ça depuis 52 ans. Okay? Pour dire que maintenant, en France, vous pouvez perdre la nationalité française que si vous en faites la demande express. Donc le concept de perte automatique de nationalité est discrédité, et il devrait l'être parce que la nationalité, c'est un attribut fondamental de la personne humaine, et aucune loi, aucune constitution ne devrait pouvoir vous en déchoir automatiquement. Ça, c'est un droit fondamental. C'est tellement important, il faudrait que pendant 38 ans, on dit, si un État considère pendant 38 ans que je n'étais pas ivoirien, on n'a jamais notifié. Moi, en tout cas, je ne savais pas. Quand je me suis présenté comme candidat pour être président du PDCI, quand je suis allé m'inscrire sur la liste, etc., tout le monde était fier. Hein. On m'a mis sur la première page de tous les journaux. Les agents électoraux ont fait des selfies avec moi. Eux non plus, ils ne savaient pas que je n'étais pas ivoirien. Moi, je ne savais pas. Beaucoup de gens ne savaient pas. Donc, un jour, moi, je n'avais jamais entendu parler de cette loi. C'est quelqu'un qui me l'a mis sous le nez un jour. On dit, ah, mais ils veulent utiliser ça pour t'empêcher d'être candidat. Et j'ai regardé, c'est là que j'ai découvert que cette loi existait, qui, je le répète, n'a jamais été appliquée. Mais dans tous les cas, elle ne s'applique pas à moi. Mais je dis quand même qu'il faudra, le moment venu, revoir tout ça. Voilà. Merci, Président. Merci. Bonne soirée.